Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. La justification de la refonte de la loi sur la protection des données à caractère personnel, enjeux, défis et perspectives au Niger est le thème retenu pour la tenue de cette journée parlementaire d'information sur la protection des données à caractère personnel. Une occasion de revenir sur les législations qui protègent la vie privée en cette ère du numérique. Comme vous le savez, la HAPDP assiste, en vertu de la loi du gouvernement, les responsables des traitements des données à caractère personnel et les personnes concernées de l'application et le respect de la législation sur les données personnelles. Sa mission, au regard des défis à relever et de la place des données personnelles aussi bien dans la vie de nos concitoyens que dans l'économie nationale, est importante. Parmi les multiples missions assignées à notre institution, figure au premier plan celle d'élaborer les règles de conduite relatives au traitement et à la protection des données à caractère personnel et de participer aux activités de recherche scientifique, de formation et d'études en rapport avec la protection des données à caractère personnel et d'une manière générale les libertés et la vie privée de nos concitoyens. La Haute Autorité de protection des données à caractère personnel se trouve ainsi porteuse d'une grande responsabilité dont elle est pleinement consciente et dont elle s'acquitte consciencieusement. Parmi ses devoirs, il en est un qui justifie notre présence parmi vous, celui de maintenir le Niger dans le flot de l'évolution de la protection des données, d'où d'ailleurs cette initiative de modifier la toute première loi qu'il a instituée afin de la rendre conforme aux standards internationaux. L'usage des technologies de l'information et de la communication appelées couramment les numériques se répandent de plus en plus et se banalisent. Elles sont aujourd'hui au cœur de nos préoccupations et nous ne pouvons pas nous en passer car il est vrai qu'elles nous facilitent la vie dans beaucoup de domaines. L'humanité est en effet désormais confortablement installée dans l'ère du numérique depuis un demi-siècle. Le numérique innerve toute l'activité humaine et se révèle comme un formidable accélérateur de développement. Les plus hautes autorités de notre pays ne l'ignorent pas et le Niger n'est pas resté en marge de cette évolution. Mieux, il a inscrit le développement du numérique au cœur des préoccupations nationales. La promotion des usages numériques s'accompagne malheureusement d'une augmentation des pratiques délictuelles, voire criminelles dans des cyberespaces et des graves violations du droit à la protection de la vie privée et de la dignité humaine sont parfois enregistrées à travers le monde. Ces conséquences négatives sur notre vécu au quotidien obligent notre pays, à l'instar de la communauté internationale, à renforcer les garde-fous, car il est vrai que l'impératif sécuritaire que nous souhaitons tous passe par la construction et l'adoption de nouveaux dispositifs dans notre législation. Dans son allocution, la présidente de la Haute Autorité de protection des données à caractère personnel, HAPDP, a aussi expliqué les raisons des toilettages subis par les tests qui encadrent les domaines de la protection des droits humains. Cette mise à jour pertinente est donc nécessaire avec les meilleures pratiques et textes au niveau international, comble un certain nombre de lacunes et vulnérabilités décelées dans la loi 2017-28 du 3 mai 2017. Elle vise le renforcement de la protection et de la promotion des droits humains. Elle préservera cependant les conditions de l'expansion des aspects bénéfiques du numérique dans la quiétude et le respect de l'intimité de nos concitoyens. Le projet de loi a été adopté par le gouvernement en
Conseil des ministres. Cette nouvelle proposition législative prend en effet en compte toutes les préoccupations relevées dans l'écosystème du numérique depuis l'adoption de la toute première loi au Niger dans les domaines. J'ai nommé la loi 2017-28 du 3 mai 2017 portant sur la protection des données à caractère personnel. Il s'agit, sans être exhaustif, du développement de l'intelligence artificielle, du cloud, des big data, de la biométrie des données de santé, des données des migrants, pour ne citer que ça. Les défis de la protection des données personnelles se gagnent sans doute aussi bien sur les plans national qu'international. Je puis donc vous assurer que cette réforme engagée par la HAPDP, d'ailleurs de manière participative, permettra désormais à notre pays d'être aux premières loges dans le concert des nations en matière de législation sur la protection des données à caractère personnel. Au cours de cette journée, plusieurs communications ont été faites à l'endroit des députés afin de leur édifier sur les enjeux, défis et perspectives de la protection des données à caractère personnel. A noter que ces communications ont permis aux députés de poser des questions pour sortir des zones d'ombre. Ainsi, la journée a pris fin sur une note de satisfaction générale. Il vous souviendrait que le 15 octobre passé, nous avons fait un point de presse relatif à l'interpellation dont nous avons fait l'objet sur les réseaux sociaux par rapport au problème de dépravation des mœurs dans notre pays. Bien évidemment, au cours de ces points de presse, nous avons promis, comme il est de notre devoir en tant qu'élus du peuple, de porter la préoccupation du peuple par rapport à cette question d'homosexualité dans notre pays. Et bien évidemment, aujourd'hui, je suis là devant les caméras pour vous dire que par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça a été fait hier, le 7 décembre, on a déposé cette loi, pour dire cette proposition de loi qui va incriminer le problème d'homosexualité et tout ce qui va avec dans notre pays. Ceci étant, aujourd'hui, je suis là pour surtout rassurer l'opinion nationale qu'au nom de tous les élus du Niger, que nous sommes unis et surtout au nom du président de l'Assemblée nationale avec lequel je viens tout de suite de m'entretenir, que les élus feront face à leurs devoirs et Inch'Allah ta'ala, nous continuerons à porter la volonté du peuple et nous continuerons à nous battre pour préserver l'éducation, pour préserver l'identité, pour préserver les mœurs dans notre pays. La définition la plus formelle, nous la lions à la notion de l'entreprise qui est le fait de réunir des moyens matériels, financiers et humains en vue de créer des biens et des services destinés à la vente dans le but de faire du profit. Donc tout celui qui se lance dans la création des biens et services en réunissant des ressources matérielles, financières et humains pour faire du profit, il est dans l'entrepreneuriat. Alors l'entrepreneuriat, il y a une double importance. D'abord, c'est que l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui a déjà une vision, un regard vers la richesse. L'entrepreneur, c'est pour créer de la richesse, être indépendant financièrement et pouvoir apporter sa contribution dans le développement de sa communauté. Et pour le pays, l'entrepreneuriat, c'est un facteur clé de développement d'un pays. On ne peut pas développer un pays économiquement avec juste des fonctionnaires. Donc il faut qu'il y ait assez d'entrepreneurs qui vont créer des produits, ces produits qui vont donner des profits et qui permettent globalement d'avoir des produits intérieurs bruts qui permettent de relever les indicateurs de développement économique du pays. Pour nous, l'informel, c'est le symbole de l'égoïsme. C'est le symbole de l'égoïsme. Quand tu te lances, il faut savoir que le pays dans lequel tu vis, il t'a tout donné. Il t'a donné les conditions favorables pour t'installer. Il t'a donné la sécurité.
Parce que s'il n'y a pas la sécurité, ta boutique ou ton commerce que tu as installé ne pourra pas fonctionner. Mais c'est l'État qui a travaillé pour te créer des conditions favorables pour que tu puisses t'installer, te développer. Il faut te faire connaître au niveau de cet État et il faut contribuer. Beaucoup d'entrepreneurs, ils ont peur d'aller vers le formel à cause de l'impôt. Alors que l'impôt, c'est une notion très claire. C'est ce que l'État te demande de verser pour qu'il puisse accomplir sa mission, mais ce montant qui t'est demandé est prélevé sur les richesses ou la richesse créée. C'est quand tu vas entrer dans des véritables problèmes que tu vas découvrir que l'informel n'est pas bien, ni pour toi, ni pour ton pays. Dans aucun programme académique au Niger, il n'a été intégré l'aspect entrepreneurial. Donc on n'a pas cet esprit-là. Et aujourd'hui, quand on dit à un jeune, non, ce n'est pas l'emploi, c'est d'oser aller sous l'entrepreneuriat, c'est normal qu'il ait une peur. Et la peur, c'est ce qui nous empêche de quitter ce qu'on appelle notre zone de confort pour aller sur l'autre réalité. La peur crée un manque de confiance et ce manque-là fait en sorte qu'on ne veut pas oser. On ne veut pas oser parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que ça va donner, on ne sait même pas à quoi ça ressemble. Donc c'est un peu ça, le manque de confiance qu'il y a chez ces jeunes-là. Et c'est que nous leur disons, dans tous les cas de la vie, il faut oser. Donc le chômage est plus difficile, l'emploi est difficile, l'entrepreneuriat est difficile, mais la différence c'est que l'entrepreneuriat te donne des ressources qui te permettent d'être indépendant, de ne pas tendre la main, de ne dépendre de personne, mais de dépendre que de la volonté du Créateur. C'est une stratégie que nous saluons vivement, mais je pense que ce n'est pas suffisant. Pas suffisant, il faut tenir compte du niveau de vie, du pouvoir d'achat des opérateurs économiques. Donc c'est pas parce que j'ai créé une entreprise que tout de suite ça marche. Et ça, malheureusement, l'agent des impôts ne le comprend pas parce qu'il n'est pas entrepreneur. Donc tout de suite, on crée, tout de suite des impôts naissent, mais ces richesses créées ne sont pas forcément des richesses telles que perçues par l'agent des impôts, et ce qui parfois fait fuir les PMI, les PME dans notre environnement. Donc l'amnistie c'est bien, mais nous estimons que ce n'est pas suffisant pour booster et accompagner l'entrepreneuriat des jeunes. Nous demandons à l'État de faire une distinction fiscale entre les petites et moyennes entreprises, les toutes nouvelles entreprises et les multinationales, les grandes entreprises qui ont déjà fait leur preuve sur le marché économique. Parce qu'à travers ça, nous pouvons oser aller très loin et devenir nous aussi donc des grandes entreprises, pourquoi pas des multinationales. Twisenge, 30 ans, est une survivante. Originaire du village de Kishiché dans l'est de la RDC, elle a dû fuir sa maison avec ses 2 enfants pour échapper au massacre perpétré par des rebelles du M23. Elle est sans nouvelles de son mari et du reste de sa famille. On était dans une église quand on a entendu les coups de feu. Tout le monde s'est enfui pour sauver sa vie. D'autres se sont cachés derrière l'école et quand les balles ont continué, on est parti dans la brousse. Moi, j'ai suivi une rivière et les balles n'ont pas arrêté de nous suivre. J'ai vu 9 corps par terre et quand je suis arrivée à Kérima, on nous a dit que beaucoup de personnes sont mortes à Kishiché. Selon une enquête de l'ONU rendue publique jeudi, au moins 131 civils, 17 femmes et 12 enfants ont été exécutés par balle ou à l'arme blanche à la fin du mois de novembre. Le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme s'est dit horrifié par ce drame. Il faut impérativement mettre fin à ces combats qui se déroulent dans différentes parties du pays, en particulier au Nord Kivu. Nous savons que ce sont toujours les civils qui en souffrent. Ces dernières semaines, les violences dans le Nord Kivu ont fait plus de 177 000 déplacés internes selon les Nations Unies. Pour les autorités congolaises, l'ancienne rébellion majoritairement Tutsi est bien soutenue par le Rwanda. La Belgique incite Kigali à cesser toute assistance au M23. De son côté, le Rwanda réfute et accuse la communauté internationale d'exacerber cette crise.
Le ministre ghanéen des Finances, Kenneth Ofori-Atta, a échappé à une censure au Parlement jeudi après le retrait des législateurs du parti au pouvoir lors d'un vote sur sa gestion de la crise économique. Malgré le retrait de la majorité, le processus de vote à bulletin secret s'est tout de même déroulé au sein du Parlement. Et selon le président de la Chambre, la minorité de l'opposition a voté à 136 voix en faveur de la censure, mais elle n'a pas atteint la majorité des 2/3 des 275 sièges requises pour évincer le ministre. Le mois dernier, des législateurs de l'opposition avaient interrogé le ministre des Finances sur des allégations de détournement de fonds publics et d'incompétence alarmante et d'inaptitude effrayante ayant entraîné l'effondrement de l'économie ghanéenne. Le ministre avait démenti devant le Parlement toute faute, mais il s'était aussi excusé auprès des Ghanéens pour les difficultés auxquelles il faisait face. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.